Bonjour à tous, merci d'être sur I24. C'est le journal à la une de l'actualité ce jeudi. D'abord, un nouveau blessé grave dans un attentat au couteau hier soir au nord de Jérusalem. Un Palestinien a poignardé un civil israélien dans le cou à plusieurs reprises. L'homme est toujours dans un état grave. Tapis rouge, sourire et poignée de main, visite 5 étoiles pour Hassan Rouhani à Paris. Le président iranien était aux Invalides ce matin. Il sera reçu à 15h à l'Elysée. La question du protocole est au cœur de cette visite. On y revient dans ce journal. Un petit tour de vélo et puis s'en va. Christiane Taubira a quitté son ministère et le gouvernement à bicyclette hier. Alors va-t-elle pédaler vers une primaire à gauche ? C'est ce qu'affirment en tout cas les frondeurs et les écolos qui la plébiscitent. La question de son avenir politique dans ce journal. Alain Finkielkraut accédera ce jeudi au statut d'immortel. Le philosophe fait son entrée à l'Académie française, héritier des Lumières, comme il aime se définir, ou néoréaque, arc-bouté, comme le décrivent ses nombreux détracteurs. On reviendra sur la personnalité de l'essayiste. Enfin, ce coup de maître dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pour la première fois de l'histoire, un ordinateur a battu un joueur de Go professionnel. Jusqu'où ira le progrès? Rendez-vous en fin d'édition. Bienvenue à tous. C'est donc une nouvelle attaque et une nouvelle victime du terrorisme palestinien. Ça s'est passé hier soir dans un restaurant de Givat Ze'ev, cette implantation au nord de Jérusalem. Les faits avec Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie, le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien. À 2 reprises, dans le dos, avant de prendre rapidement la fuite. Il faut alors quelques secondes avant que les témoins de la scène ne réagissent et entament une course-poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. L'Israélien de 35 ans, lui, grièvement blessé, est à terre pendant de longues minutes. Traité d'urgence par les secouristes arrivés sur les lieux de l'attaque, il est ensuite transféré vers l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Son état serait jugé toujours grave, mais stable. Il a eu beaucoup de chance. Le couteau a carrément percé ses poumons et il a donc perdu beaucoup de sang. Nous l'avons perfusé avant de l'opérer et stabilisé son état. Je peux vous dire de nouveau qu'il a eu beaucoup de chance, ne serait-ce que parce que ses poumons n'ont pas été affectés. La lame est passée très près du cœur et nous avons surtout réussi à contenir son hémorragie. Selon la police israélienne, le terroriste serait arrivé à Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem, en provenance de Bir Nabala, à proximité de Ramallah. Une attaque de plus dans cette intifada des couteaux qui frappe Israël depuis octobre 2015. Et sur place, à Givat Ze'ev, on vous retrouve Mathias Inbar. C'est ici, devant ce restaurant de viande, qu'un civil israélien de 35 ans a été poignardé grièvement à 2 reprises dans le dos. Nous avons pu discuter avec l'un des professeurs de l'hôpital de Shaare Tzedek où il a été transféré depuis hier et son état est toujours jugé grave mais stable. Son pronostic vital n'est plus engagé. C'est peut-être sans doute la seule bonne nouvelle de la matinée. En attendant, effectivement, ici, les 2 propriétaires de ce restaurant, ce sont eux qui ont pourchassé littéralement le terroriste pendant 150 mètres jusqu'à la barrière de sécurité de cette implantation au nord de Jérusalem, de ce quartier de Givat Ze'ev, qui ont neutralisé le terrorisme sans armes, sans utilisation excessive de la force avant que les forces de sécurité ne puissent arrêter le terroriste et l'amener pour interrogatoire, un terroriste de 17 ans. Un mineur donc, encore une fois, dans cette vague d'intifada de couteaux qui sévit en Israël depuis octobre 2015. Merci Mathias. Terrorisme toujours, avec ces nouvelles révélations sur l'attentat de Tel Aviv. Cette fois, une attaque qui avait fait 3 morts et 7 blessés. Plusieurs éléments qui auraient permis de retrouver le terroriste plus tôt ont été rendus publics hier. La police est largement mise en cause. Cyril Amar. C'est un témoignage glaçant. Il est 15h, vendredi 1er janvier. Nachat Melchem, le tireur fou de Tel Aviv, vient d'abattre 3 Israéliens. En cavale, il monte dans un autobus à la gare routière. Direction Harara, son village natal qui lui servira de sanctuaire. Pendant le trajet, 2 jeunes passagères de retour de Tel Aviv croient alors reconnaître l'assaillant. Elles ont livré leur témoignage ce mercredi sur les ondes de la radio publique israélienne.
Après une ou deux stations, un homme est monté et s'est assis près de nous. Il avait des lunettes très bizarres qui ont attiré notre attention. Il était recourbé avec son sac entre les jambes. Il portait un sweatshirt noir Adidas et sur les 3 bandes, on pouvait voir des taches de sang. Pris de panique, les 2 passagères alertent alors la police, mais celle-ci ne donnera jamais suite au signalement. Il faudra une semaine aux forces de sécurité israéliennes pour mettre la main sur le terroriste. Ces vidéos retrouvées sur son téléphone portable et rendues publiques par les services de sécurité intérieure, on découvre un homme au comportement excentrique sous l'emprise de stupéfiants, filmant ses diatribes contre ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam. Une terminologie qui conduit la police israélienne à penser que le terroriste de Tel Aviv a agi directement sous l'influence de l'État islamique. Autre titre à la une de l'actualité ce jeudi, c'est Paris qui a mis les petits plats dans les grands. Le président iranien poursuit sa visite d'État aujourd'hui. Honneurs militaires avec hymnes nationaux lui ont été rendus ce matin. C'était aux Invalides. À 15h, il est attendu à l'Élysée. Hier, c'est en turban blanc et en tunique noire qu'il a rencontré les patrons du MEDEF. Julia Galantia. Cérémonie d'accueil aux Invalides. Hassan Rouhani et Laurent Fabius arrivent dans la cour sous haute sécurité. La présence du président iranien fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Quelques heures plus tôt, le président iranien rencontre les principaux chefs d'entreprise français. Le ministre de l'économie annonce un accord pour favoriser l'investissement des entreprises françaises en Iran et la signature d'importants contrats commerciaux entre les 2 pays. Maintenant, nous avons un cadre, des décisions ont été prises, les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par le champion français. L'objectif français serait implanté en Iran. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a officialisé son retour très attendu à Téhéran. Investissement potentiel jusqu'à 400 millions d'euros sur 5 ans. Autre accord cette fois chez Airbus avec l'achat de 114 appareils. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les sujets qui fâchent entre les 2 pays et notamment le respect des droits de l'homme. Pour être utile dans les droits de l'homme, il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut faire progresser les choses. Et c'est comme ça que nous avons abordé cette question au mois de décembre. François Hollande a été interpellé par lettre par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition pour que le président français fasse preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Pour le président iranien, l'enjeu est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques en Europe après des années d'hostilité diplomatique. Et à Paris, on vous retrouve Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Alors on l'a vu, c'est une visite politique bien sûr, mais aussi économique. Les entreprises françaises sont en bonne place pour reprendre pied en Iran. On ne va pas jouer au contrat en veux-tu, en voilà. Mais disons que cet après-midi, entre 17h et 18h de Tel Aviv, dans les salons de l'Élysée, un certain nombre de contrats devraient être signés. À commencer par le plus important d'entre eux, celui que doit signer Airbus, qui doit vendre normalement 127 appareils de différentes catégories, de différents modèles, pour un montant, pour une valeur de 18,5 milliards de dollars. Et puis il y aura aussi PSA qui devrait être intéressé et qui devrait s'emparer normalement d'un marché de 200 000 automobiles. Et j'ajouterai enfin que les Français vont être très présents dans ce qui va être concerné l'infrastructure aéroportuaire, puisqu'on verra Aéroport de Paris, Vinci, Bouygues, sans doute obtenir un certain nombre de contrats. Donc une belle moisson pour les grandes compagnies françaises. Et puis au niveau diplomatique, Christian, des discussions internationales sur la Syrie doivent s'ouvrir demain. Normalement, l'Iran, qui signe donc son grand retour, est-il appelé à y prendre une part désormais plus active ? La réunion de Genève sur la transition politique en Syrie, qui est prévue pour durer 6 mois, devrait reprendre demain. Or, il y a un gros problème, c'est qu'il y a 2 blocs qui s'affrontent. D'un côté, les Américains, les Français, les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, sunnites, qui sont là et qui disent « Nous, on ne veut plus de Bachar el-Assad à la fin de la discussion sur la transition. » Mais de l'autre côté, on retrouve l'Iran avec la Russie qui disent « Nous, on veut le maintien de Bachar el-Assad. » À cela, il faut ajouter que personne n'est d'accord sur la représentativité des différentes délégations supposées se rendre à Genève. Enfin, j'ajouterai qu'il n'est pas du tout sûr non plus que la médiation française proposée par François Hollande pour rabibocher saoudiens et iraniens soit couronnée de succès.
Alors cette visite, merci Christian, du président iranien est en tout cas une visite au protocole absolument délicat. Avant d'arriver à Paris, il était en Italie et on peut dire que l'art romain s'est mis au diapason iranien. Lise Barenbaum. Oui, puisqu'à Rome, des sculptures dévêtues de divinités et de guerriers au musée du Capitole ont été tout simplement encoffrées à l'occasion de cette visite, soi-disant pour respecter la culture et la sensibilité iranienne, sûrement aussi pour s'assurer les 17 milliards d'euros de contrats qui ont été signés. Donc Rouhani a pu déambuler au milieu de grandes boîtes blanches qui étaient disséminées partout dans le musée. Et il l'a dit lui-même, il n'a rien demandé aux Italiens et il est très surpris de la réaction des médias. On va l'écouter. Je suis sidéré que des journalistes s'intéressent à ces divertissements. C'est une petite chose négligeable. Je n'étais pas au courant. Je sais que le peuple italien est très accueillant et ils veulent que leurs invités se sentent à l'aise. Voilà, une enquête interne a d'ailleurs été ouverte depuis, Lise, mais là où ça crée le scandale politique en Italie, c'est parce que le président du Conseil lui-même avait déclaré précisément que la culture était le dernier rempart, le meilleur rempart contre le terrorisme. Oui, en novembre dernier, il avait d'ailleurs créé une carte culture dotée de 500 € à distribuer aux jeunes Italiens. Pour lui, la culture est une arme de résistance face à Daesh. Il disait alors, ils détruisent les statues, ils brûlent les livres, ils imaginent la terreur. Nous répondons par la culture. Donc forcément, aujourd'hui, les réactions négatives s'enchaînent en Italie. Pour le ministre de la Culture, c'est incompréhensible. La mairie de Rome décline toute responsabilité. Et dans l'opposition, on parle d'un acte de soumission. À noter que la conférence de presse devait se dérouler devant la statue équestre de l'empereur Marc Aurèle, mais les attributs de l'étalon auraient pu choquer le président iranien. Il a donc fallu déplacer la conférence de presse. Alors, soumission ou pas, la question se pose en France également aujourd'hui, alors que Rouhani est reçu à l'Elysée à 15h. Oui, puisque Téhéran a voulu imposer une condition, pas d'alcool à table. Normalement, le président français reçoit au cours d'un repas officiel où le vin a toute sa place. L'Elysée n'a pas totalement capitulé. Ce sera donc un goûter vers 15h sans alcool avec François Hollande et Laurent Fabius. Voilà, un goûter sans alcool. Voilà, c'est classique, merci beaucoup. Lise Barenbaum, il est 13h12 à Tel Aviv. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur I24, les grands titres de l'actualité avec vous, Daniel Atlan. Oui, vous l'évoquiez, Barbara, les affaires qui reprennent entre l'Iran et la France. Le constructeur français Peugeot Citroën va s'associer à l'Iranien Iran Khodro pour produire près de 200 000 véhicules par an en Iran. Le contrat va être signé dans les heures qui viennent à l'occasion de la visite de Hassan Rouhani à Paris. Laurent Gbagbo plaide non coupable. C'est un procès très attendu. Il s'est ouvert ce matin, celui de l'ancien président ivoirien. Il est jugé pour crime contre l'humanité 5 ans après les violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire. Et puis la crise migratoire qui continue de dominer l'actualité en Europe. Alors qu'en France, le Conseil d'État a jugé insuffisant les moyens affectés pour absorber ce flux de réfugiés. Eh bien, la Suède change son fusil d'épaule. Le pays était réputé pour son accueil des réfugiés. Eh bien, aujourd'hui, il entend expulser jusqu'à 80 000 migrants. Ce sont des réfugiés qui sont arrivés sur son sol en 2015 et leur demande d'asile a été ou sera rejetée. Merci Daniel pour les titres. Tout de suite, un coup d'œil à la météo de ce jeudi. Elle a quitté le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Christiane Taubira a repris sa liberté. Passionnariat de la gauche, souvent décrié, parfois désavoué. Une chose est sûre, rarement dans l'histoire de la Ve République, une ministre aura suscité autant d'émotions. Elle laisse derrière elle un bilan mitigé, mais un Premier ministre renforcé. Joseph Emmanuel. La lutte contre la indépendantiste, l'un des adjectifs les plus utilisés pour décrire Christiane Taubira.
Et pour cause, elle entre en politique en Guyane comme militante indépendantiste. Députée de la première circonscription en 1993, elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À 50 ans, en 2002, elle incarne une première fracture de la gauche. Elle est la candidate du Parti radical pour l'élection présidentielle. Le candidat socialiste est alors Lionel Jospin. Mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée et y installe les siens. À la surprise générale, c'est Christiane Taubira qui devient garde des Sceaux. Très vite, la ministre prend son autonomie en s'opposant notamment à Manuel Valls sur la réforme pénale. Elle menace alors pour la première fois de quitter le gouvernement si ses propositions ne sont pas acceptées. La ministre Taubira devient aussi la ministre d'un combat, le mariage pour tous. Elle se mue en icône de la gauche en résistant à la rue et à la droite. Proie préférée de l'opposition, on l'accuse de laxisme, de libérer les détenus, de ne pas chanter la Marseillaise. Christiane Taubira est même l'objet d'attaques racistes, notamment par une candidate encartée Front National. La droite s'insurge contre ces attaques, mais la droite ne cessera de réclamer sa démission. Mercredi, la garde des Sceaux s'est retirée sur un ultime désaccord contre la déchéance de nationalité. Elle part sur un discours teinté de respect au président, au Premier ministre également. Et si sa popularité auprès des militants de gauche est indéniable, 8 Français sur 10 approuvent son départ, mais près de 70% jugent son bilan négatif. Et puis on retiendra également cette image, ces adieux comme un dernier coup d'éclat. Christiane Taubira aura continué jusqu'au bout de bousculer les codes. C'est bien en vélo que l'ex-garde des Sceaux a quitté son ministère après la traditionnelle passation de pouvoir. Cet exercice pourtant ultra codifié de la Ve République. Et la question du jour, va-t-elle pédaler justement vers une primaire à gauche? Elle dit que non, mais elle est très plébiscitée. C'est ce qu'affirment en tout cas ce matin les frondeurs et les écolos. Rudy Saada, en tout cas, la mise en scène de son départ était trop bien orchestrée pour que ce soit improvisé. Oui, déjà, rares sont les ministres démissionnaires qui ont le droit à un prime time le soir pour pouvoir s'exprimer sur leur vie, sur leurs convictions. Eh bien, c'est ce à quoi Christiane Taubira a eu droit hier avec l'émission de Michel Denisot. Alors, l'émission a été enregistrée samedi. Je vous en parlerai un peu plus des coulisses à 13h30 sur Canal+. Et évidemment, au moment de l'émission, elle avait pris sa décision. Alors, à cela, il faut ajouter aussi la dizaine de tweets envoyés hier avec le fameux tweet qui restera peut-être dans l'histoire. Parfois, résister, c'est rester. Parfois, résister, c'est partir. Et donc, vous l'avez dit, ce départ à vélo comme une manière de définitivement marquer sa différence, son style. Alors, Christiane Taubira le dit, elle a maintenant besoin de prendre l'air, de prendre du recul dans sa Guyane natale. Mais dans les faits, c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'elle a maintenu sa venue à New York dans quelques jours pour une intervention donc vendredi dans les locaux de la New York University. Alors, elle devait le faire en qualité de garde des Sceaux, elle le fera en qualité de femme libre et fort à parier qu'elle parlera de politique et de son engagement politique. Donc ça fait un agenda médiatique extrêmement chargé pour quelqu'un qui a envie de prendre du recul. Voilà, elle continue d'occuper le devant de la scène et on l'a dit, elle est devenue au fil des derniers mois l'icône de la gauche et elle est très plébiscitée par ce camp-là justement. Oui, un de ses proches collaborateurs a un murmure que depuis hier sa messagerie explose et que les sollicitations ne manquent pas. Alors tout simplement parce que Christiane Taubira, elle incarne à merveille la gauche des frondeurs dans une éventuelle primaire des socialistes et des écologistes. Alors ce n'est pas par hasard que depuis hier, Aurélie Filippetti, ex-ministre, compagne aussi d'Arnaud Montebourg, lui-même ex-ministre, eh bien elle court les plateaux télé pour aller dire très gentiment, très doucement que ça serait finalement la candidate idéale à des primaires face à François Hollande, parce que cette démission arrive un peu comme un cadeau pour tous ceux qui au PS sont en désaccord avec le virage social-libéral et très sécuritaire du gouvernement. Il n'y avait pas de personnage emblématique jusque-là. Il y avait Montebourg peut-être trop lyrique, Mélenchon trop extrême. Eh bien, avec Taubira, on a l'incarnation parfaite de la gauche des valeurs. Et voilà, donc la principale intéressée pour l'instant, elle nie toute ambition présidentielle. Elle l'a fait justement dans l'émission de Michel Denisot. Elle l'a dit très clairement, mais c'est un petit peu vite oublié qu'en 2002, elle était candidate face à un certain Lionel Jospin. Voilà, elle connaît la bataille. En tout cas, merci Rudy Saada. Et puis l'actualité de ce jeudi, c'est aussi
Voici un chiffre, 3 800 000. C'est le nombre de mal logés en France. La Fondation Abbé Pierre dresse le tableau d'une France malade du mal logement et appelle dans son rapport annuel publié aujourd'hui à plus de volontarisme politique. À noter qu'en 10 ans, le nombre de SDF a grimpé de 50% en France. Paris, Marseille, Toulouse, le conflit des taxis s'enlise. Plusieurs syndicats ont reconduit le mouvement ce jeudi pour une 3e journée de mobilisation. Les précisions de Laura Duhamel. Ce matin, les accès aux aéroports parisiens de Roissy et Orly ainsi qu'à la Porte Maillot dans l'ouest parisien sont toujours bloqués. Et le mouvement semble être parti pour durer. On va pas dire que c'est des menaces à exécution, mais on avait prévenu que ce n'a pas gain de cause et ce qui est légitime, on va dormir ici, on va dormir jusqu'au jour où on va être reçu. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne bougera pas. Et j'espère que le gouvernement va bien le savoir, mais nous ne bougerons pas quoi qu'il arrive. Au cœur des tensions, les chauffeurs d'Uber notamment. Ces derniers peuvent travailler sans avoir à payer de licence. Or, depuis un siècle, le modèle économique des taxis était basé sur cette licence qui peut coûter jusqu'à 350 000 € et sur l'absence de concurrence. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi exigent donc un soutien financier de l'État et l'encadrement de ces nouvelles pratiques. On veut garder le modèle social à la française. On veut promouvoir le modèle français et non le modèle américain du marche ou crève. Hier, une première victoire a toutefois été remportée. Uber France devra verser 1,2 million d'euros à l'Union nationale des taxis. La justice a confirmé que les chauffeurs d'Uber étaient incités à pratiquer le maraudage, c'est-à-dire à stationner sur la voie publique pour attirer des clients potentiels. Le VTC, c'est une berline, c'est une voiture comme toutes les autres, c'est un chauffeur comme tous les autres. Donc c'est très difficile à faire des contrôles. Mais ce jugement reste insuffisant pour les syndicats de taxi. De son côté, Uber se défend de tout maraudage et affirme être un atout pour l'économie française. Selon une étude du cabinet Asterès publiée hier, Uber crée effectivement des emplois en France, plus de 100 000 en 4 ans, et ce, alors que le taux de chômage a dépassé les 10% en 2015. Nous sommes tous juifs. La phrase est signée Barack Obama. Discours prononcé hier par le président américain à l'occasion de la Journée internationale de la Shoah. Lise Barenbaum. Face à la montée de l'antisémitisme, nous sommes tous juifs. Ce sont les propos de Barack Obama à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Nous sommes tous juifs. Nous savons que nous ne pourrons pas éradiquer la haine de tous les esprits. Nous n'effacerons jamais totalement le fléau de l'antisémitisme. Mais nous devons être courageux et faire tout ce que nous pouvons. Nous avons tous une responsabilité. Le président américain participait à une réception à l'ambassade d'Israël à Washington et a condamné la montée de l'antisémitisme à travers le monde. Nous ne pouvons pas nier que lorsque nous voyons des juifs quitter des villes européennes où leurs familles ont vécu pendant des générations parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité, parce que les centres communautaires juifs sont visés, de Mumbai à Overland Park au Kansas, quand nous voyons des croix gammées sur les murs des universités, nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela. Au cours de cette cérémonie, la mémoire de 2 Américains et d'un couple de Polonais ayant sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale ont été honorés. Le président américain a aussi critiqué les attitudes qu'il juge anti-musulmanes, des propos orientés contre Donald Trump. Enfin, Obama n'a pas oublié de rappeler ses liens indéfectibles avec l'État d'Israël. Quand Israël est menacé par des terroristes, nous nous tenons à ses côtés, nous défendons notre allié. La défense de notre ami, la défense de l'État juif. L'engagement de l'Amérique aux côtés d'Israël pour sa sécurité est constant et éternel. Comme je l'ai dit, si ce lien se rompait, ce serait une défaite morale fondamentale pour les États-Unis. La participation de Barack Obama à cette cérémonie sonne comme un adieu. Le président américain n'avait jamais participé à cet événement auparavant. Il avait été élu, non sans grincement de dents, en 2014 à l'Académie française. Il y fait son entrée officielle aujourd'hui. Alain Finkielkraut accède au statut d'immortel. Portrait de cette personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit avec David Kiesewski. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme variété qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage désormais le sien qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques.
Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique, parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc, tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. À suivre dans le journal, ce coup de maître dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pour la première fois de l'histoire, un ordinateur a battu un homme. Ça s'est joué dans un jeu de Go professionnel. On voit ça dans moins de 5 minutes. Restez avec nous.